connaît pas Herzl, on connaît pas Ben Gurion et on connaît pas le Rav Kook. Or, si on connaît pas ces trois penseurs majeurs, et dans le cas de Ben Gurion même, cet homme d'action, cet homme politique, d'ailleurs dans le cas aussi de Herzl, on ne comprend rien à ce qui se passe en Israël. Et tout de suite, nous recevons Stéphane Amar, auteur de L'exception israélienne, enquête sur un État controversé. L'occasion de préciser l'image d'Israël avec ses paradoxes, ses préjugés, tout ce qu'on sait d'Israël, tout ce qu'on dit et tout ce qu'on ne dit pas. Alors lui, apparemment, il parle sans tabou. Stéphane Amar, bonjour. Bienvenue. Bonjour Cathy. Alors pourquoi avoir écrit Le grand secret d'Israël ? Pourquoi il n'y aura pas d'État palestinien ? Faire un livre sur l'exception israélienne. Alors, le grand secret, c'était vraiment un livre sur le conflit israélo-palestinien. Et là, j'avais envie d'écrire quelque chose qui parlait plus d'Israël, en fait, de l'ADN d'Israël. Alors, je parle évidemment du conflit dans le livre, parce que c'est consubstantiel à évidemment, à l'histoire d'Israël. Mais j'avais envie d'expliquer d'abord tout simplement d'où venait le sionisme, parce que les gens ne le savent pas forcément, en tout cas l'essence du sionisme. Je dis souvent qu'Herzl est sans doute l'auteur le plus mal lu qui soit, le plus peu lu d'ailleurs, trop peu lu. Mais voilà, j'ai voulu vraiment livrer aux lecteurs ce qu'était vraiment Israël, parce que si on ne sait pas en fait d'où vient Israël, on ne sait pas ce qu'est Israël aujourd'hui, on ne sait pas non plus où va Israël, et donc c'est un livre de reportage, évidemment, c'est pas un livre d'intellectuel, c'est une enquête absolument à travers donc des personnages de notre époque, voire des personnages du passé, mais qui racontent, je pense, en profondeur ce qu'est l'Israël d'aujourd'hui. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que vous commencez avec des pages d'ailleurs très bien écrites et très fortes sur la nuit de cristal. Vous remontez aux sources de l'antisémitisme et ça remet en perspective ce pays qui est, comme on le dit ici, miraculeux chaque jour. Absolument. Alors, je tiens beaucoup à l'idée qu'Israël n'est pas le produit de l'antisémitisme. Certes, Herzl aussi a été interpellé par l'affaire Dreyfus, donc par un contexte extrêmement antisémite, mais le projet sioniste dépasse évidemment de très loin les crises antisémites en Europe, puisque le sionisme, en vérité, consiste à ramener sur sa terre un peuple qui a été exilé il y a 2000 ans. Ça, c'est une notion très importante. Cela dit, vous avez raison. Mais c'est intéressant de savoir pourquoi vous avez commencé par ça. Alors, j'ai commencé par ça, oui, parce que d'abord, il y a une coïncidence de date tout à fait étonnante. C'est-à-dire que le 9 novembre 1938, effectivement, se déroule la nuit de cristal, et c'est à ce moment-là que les Juifs vont prendre véritablement la mesure du nazisme, puisque jusque-là, ils se bercent d'illusions, ils pensent qu'Hitler va se calmer, que de toute façon, un jour, il quittera le pouvoir, et que tout va repartir comme avant. Mais en fait, on se rend compte, là, avec cette nuit de cristal, ce pogrom à l'échelle de toute l'Allemagne, de quelles sont vraiment les intentions des Allemands, les intentions des nazis. Et le même jour, à Westminster, les Britanniques vont voter pour le livre blanc, c'est-à-dire qu'ils vont fermer les portes de la Palestine mandataire aux Juifs. L'immigration va être réduite à presque rien, ils ne vont plus avoir le droit d'acheter des terres, etc. Et donc le piège se referme d'une certaine manière ce jour-là, puisque d'un côté les Juifs ne peuvent pas quitter l'Allemagne, ne pourront même plus quitter l'Europe, et d'un autre côté ils n'ont plus où aller, puisque tous les pays à la conférence d'Évian quelques semaines auparavant se désintéressent d'eux. Absolument, ils ont fermé même leurs portes, à part la République dominicaine, et ils ne peuvent pas non plus se rendre dans leur patrie historique. Donc c'est à la fois, je dirais, le drame du peuple juif qui va se nouer, cette tragédie de la Shoah, mais en même temps, 10 ans plus tard, le peuple juif va renaître de ses cendres en 1948 avec la création de l'État d'Israël, et c'est un peu ça que raconte ce livre. C'est aussi comment le peuple juif, après être descendu si bas, a pu remonter si haut. Alors, vous parlez bien sûr aussi de tous nos paradoxes, et ça c'est assez important, et vous comparez ça avec l'Europe, notamment au niveau du nationalisme, alors que l'Occident, on va dire, tourne le dos au nationalisme. À nous, on fait plutôt un petit peu le contraire. Il y a des extrêmes qui montent. C'est-à-dire que c'est un pays à contre-courant. Voilà. Ça. Et je pense que c'est aussi ce qui explique l'incompréhension, voire l'hostilité à l'endroit d'Israël. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un pays qui est à contre-courant de l'histoire occidentale. Effectivement, vous le disiez, le nationalisme, c'est quelque chose d'extrêmement négatif après 2 guerres mondiales en Europe. Le drapeau est synonyme de guerre, de mort. Mitterrand disait nationalisme, c'est la guerre. On a sacrifié des générations entières pour rien dans ces 2 guerres mondiales. Or, c'est précisément à ce moment-là, en 1948, que le peuple juif se regroupe autour de son drapeau, autour de son armée, autour de son État, et tout ça est glorifié à contre-courant de l'Europe. Mais également un paradoxe dans la colonisation, au moment où l'Europe
décolonise dans les 60. C'est à ce moment-là qu'Israël s'empare de la Cisjordanie et commence à coloniser ce territoire, à y implanter d'abord des bases militaires, mais ensuite des colonies civiles. Et donc ça aussi, c'est à contre-courant de l'histoire et c'est très très mal compris en Occident. Je pourrais parler aussi de la démographie. À l'heure où l'Occident ne fait plus d'enfants, quasiment, eh bien, Israël affiche un taux de fécondité qui est le double de celui des pays de l'OCDE. Et enfin, un dernier paradoxe, c'est la religion. On sait qu'il y a un retour du religieux en Israël, alors même que l'Europe déchristianise. Donc tous ces contre-courants créent beaucoup d'incompréhension. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer ? J'ai voulu simplement montrer surtout ce qu'est la réalité sans caricature, également sans tabou, parce que dès qu'on parle d'Israël, alors d'abord il y a une hystérisation, c'est ce que j'explique dans le prologue, c'est-à-dire que je l'ai constaté encore une fois pendant les manifestations là, de la réforme. Alors tout de suite, par exemple, les gens de gauche qui sont opposés à la réforme vous expliquent que ça y est, c'est la fin d'Israël, c'est un pays qui va devenir un pays fasciste, c'est un pays qui trahit ses valeurs, dont la jeunesse va partir massivement. C'est le discours de Grossman, David Grossman, dont je cite de larges extraits dans le début du livre. Ou alors, si on veut parler par exemple de la droite, c'est un État que tout le monde déteste, c'est un État que les nations veulent voir disparaître, c'est un État qui est menacé d'anéantissement. Tout ça n'a pas beaucoup de sens en fait, et j'ai voulu donc remettre un petit peu de proportion dans ces choses-là, expliquer quelle est vraiment la réalité. Israël n'est pas du tout par exemple un État menacé, c'est un des États les plus puissants de la planète. Oui, même si le mot scandalise, et Israël colonise dans la mesure où il installe des populations civiles dans une zone où le droit n'est pas un droit israélien pour tout le monde. Il y a différents types de statuts juridiques en Cisjordanie, donc ça correspond d'une certaine manière à la définition de la colonisation. Mais ça n'a pas le même sens que... Alors je rentre dans toutes ces nuances, évidemment. On ne peut pas comparer à l'Algérie, on ne peut pas non plus comparer à l'Afrique du Sud, même s'il y a des points communs avec ces réalités. Mais en tout cas, il faut regarder les réalités en face. C'est ce que j'ai voulu faire. Les affronter, les assumer d'une certaine manière pour avancer et peut-être, j'espère, en tout cas, aller vers une solution à ces conflits. Vous mettez aussi en perspective le discours des pères fondateurs. Je pense notamment à David Ben Gurion et puis aussi, bien évidemment, Théodore Herzl qui a eu la vision de ce que serait notre État. Ça aussi, c'était pour comparer avec le discours ambiant. Si vous voulez, on ne connaît pas Herzl, on ne connaît pas Ben Gurion et on ne connaît pas le Rav Kook. Or, si on ne connaît pas ces trois penseurs majeurs, et dans le cas de Ben Gurion même, cet homme d'action, cet homme politique, d'ailleurs dans le cas aussi de Herzl, on ne comprend rien à ce qui se passe en Israël. Alors, je prétends pas être un spécialiste d'Herzl, mais en tout cas, bon, j'ai lu pas mal de livres, notamment l'excellent livre de George Weiss, Herzl, une nouvelle lecture, où on comprend vraiment ce que voulait Herzl pour l'État d'Israël. Il voulait absolument pas d'un État refuge ou d'un État déjudaïsé. Au contraire, il était extrêmement soucieux, justement, de ramener le peuple juif sur sa terre, mais aussi, et s'il le dit d'ailleurs en ouverture de son discours à Bâle en 1897, il voulait ramener le peuple juif à sa judaïté, à son identité. Et ça, c'est très important si on veut comprendre ce qui se passe. Ben Gurion, c'est exactement la même chose. Si vous ouvrez un livre de Ben Gurion, c'est truffé de citations bibliques, il était complètement imprégné par la culture biblique, et il savait que le peuple juif n'avait aucune légitimité sur cette terre en dehors de la Bible, d'une certaine manière. Et ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Le Rav Kook, lui, a réinventé complètement le judaïsme. Il a donné toute la substance. C'est quelque chose qui est encore développé d'ailleurs de nos jours et qui sera encore développé dans les décennies, dans les siècles à venir. Toute la substance de ce doit être le judaïsme de retour en Israël. Et donc, si on comprend pas, si on n'a pas ces éléments-là, que j'ai essayé de donner évidemment de manière assez simple, mais de les inscrire dans la réalité israélienne, c'est important de comprendre qu'en fait, on voit également le produit, le fruit de toutes de cette pensée extrêmement riche, donc de la fin du 19e, début 20e, on la voit dans la réalité israélienne. Si on ne comprend pas tout ça, on passe à côté de tout un pan de la réalité d'Israël. Ouais, ce qui est très intéressant aussi, c'est la façon dont vous terminez le livre. Je ne vais pas faire de spoiler trop détaillé, mais vous parlez forcément du troisième temple. D'ailleurs, la couverture rejoint le dernier chapitre de votre livre. Pour vous, le conflit, on va dire l'essence du conflit commence là-bas. Absolument, ça commence et c'est en train de terminer là-bas. Alors j'ai bien conscience que c'est un sujet absolument explosif qui fait peur. Vous prendre pour un illuminé après. Alors un illuminé ou un bout de feu, c'est-à-dire qu'en fait c'est quelque chose qu'on préfère mettre sous le tapis, on préfère ne pas en parler, faire comme si ça n'existait pas. Or, là, il y a une réalité. Vous assumez. J'assure, en tout cas je décris une réalité. C'est-à-dire qu'il y a un engouement
évident de la jeunesse juive, toute une partie de la jeunesse juive, pour le mont du Temple, pour l'esplanade des mosquées, pour la reconstruction du troisième temple. Le nombre de visiteurs sur l'esplanade augmente considérablement d'année en année. Il y a aussi des mécènes extrêmement riches qui investissent dans ce projet du troisième temple. Il y a, je le cite dans le livre, un architecte tout à fait renommé, professionnel, d'ailleurs non religieux, qui lui a conçu les plans du temple et qui œuvre activement pour la reconstruction du temple. Et derrière ça, il y a le gouvernement qui laisse faire, voire qui encourage. On se souvient de la déclaration de Naftali Bennett à l'été 2021, qui avait dit que les Juifs doivent avoir le droit de prier sur l'esplanade. C'était une déclaration tout à fait inédite. Donc, si vous voulez, tout ça fait qu'on ne peut plus, quelque part, se cacher à son petit doigt, surtout que ce mouvement, en fait, n'est que l'aboutissement, en vérité, du mouvement de la colonisation de la Cisjordanie, de la Judée-Samarie biblique. Et effectivement, comme vous le disiez, ce conflit qui, maintenant, se concentre autour de l'esplanade, démarre à cet endroit. En 1929, le mufti de Jérusalem donc déclenche des émeutes sanglantes qui vont marquer le début du conflit israélo-palestinien. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là ? Il dit les Juifs ne s'intéressent pas qu'au mur des lamentations, ils veulent reconstruire le temple. Et en vérité, force est de constater qu'il avait 100 ans d'avance, d'une certaine manière. Il avait vu ce qui est en train d'arriver actuellement. Alors, si vous avez envie de savoir ce qui dérange lorsqu'on parle d'Israël, si vous êtes fasciné par ce pays, franchement, lisez l'enquête de Stéphane Amar, l'exception israélienne, enquête sur un État controversé, publiée aux éditions de l'Observatoire. Si vous êtes à Jérusalem, là, c'est plutôt une bonne occasion de faire connaissance plus amplement avec l'auteur, puisque Stéphane, vous serez le 10 juillet au Centre Begin. Absolument, à 20h. Vous allez donner une conférence sur votre livre. Et il sera en vente. Voilà, bien sûr, on pourra l'acheter. Et puis, vous pourrez, bien sûr, lui poser des questions. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Cathy. À bientôt. Merci.